Bonjour Fabien Perrier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous vivez entre la Grèce et la France. Vous venez de publier Alexis Tsipras, une histoire grecque aux éditions François Bourin. On va y revenir, mais d'abord ce matin, des camps de migrants ont été évacués à Paris et en Seine-Saint-Denis. À Saint-Denis même d'ailleurs. La Grèce est en première ligne sur la question migratoire. Vous étiez il y a quelques semaines à Lesbos. Qu'est-ce que vous y avez constaté ? Tout d'abord que la situation est catastrophique, la situation ressemble à un drame humanitaire, on va dire. Les camps sont peu entretenus, mal entretenus. Sur Lesbos, par exemple, le camp est prévu pour 3000 personnes. Il y a environ 15 000 personnes, entre 13 et 15 000 personnes selon les statistiques. Donc voilà, c'est débordé, une situation, comme je disais, catastrophique, et avec en plus des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de quitter cette île, et les migrants comprennent au fur et à mesure qu'ils sont bloqués sur les îles. Donc à cette situation de crise humanitaire s'ajoute celle d'un désespoir profond, un cocktail explosif. Et c'est devenu, en plus, vous le dites, dans un papier que vous aviez publié il y a peu de temps sur Regard, que les migrants sont devenus un moyen de pression sur la Grèce et l'Union européenne. Tout à fait, puisque en réalité, la Turquie essaie de s'étendre de différentes façons. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un antagonisme très profond et très ancien entre l'État turc et la Grèce. Et quand 3,5 millions de migrants sont bloqués en Turquie, c'est un moyen de pression pour Erdogan qui dit en permanence « si vous ne me versez pas tant de milliards ou si vous ne m'aidez pas sur l'obtention des visas pour les Turcs qui veulent venir en Europe, eh ben, j'ouvre les vannes ». Donc un pays de première entrée qui est la Grèce, qui compte 10,8 millions d'habitants, se retrouve à devoir gérer à peu près tout seul cette situation catastrophique. Il faut reconnaître quand même quelque chose, c'est qu'en mars 2016, l'Union européenne s'était engagée notamment à libéraliser les visas pour les Turcs pour venir en Europe. Elle n'a pas respecté ses promesses. Donc il y a aussi vraiment, il faut le dire, de la part de Bruxelles, entre guillemets, des institutions européennes, un jeu qui n'est pas toujours très clair, puisque d'un côté, on soutient le gouvernement turc, de l'autre, on lui fait des promesses qu'on ne respecte pas. Alors j'ai dit, vous venez de publier Alexis Tsipras, une histoire grecque. D'abord, qu'est-ce qu'il incarne, Alexis Tsipras? L'espoir, la trahison? L'espoir puis la trahison? Personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il faille parler de trahison. Je pense que ça, c'est un terme très fort qui signifierait que Tsipras n'est pas quelqu'un d'honnête du tout et qu'il avait un dessein qui était de trahir son peuple. Je ne crois pas. Je pense que, et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, il faut remettre les choses dans leur contexte. La crise grecque en 2010, quand elle éclate, quand on la voit, quand elle commence à faire la une des médias, la crise grecque donc plonge la population dans une situation de désespoir. Les retraites sont coupées de 40% moyenne, les salaires de 30%. Bref, le niveau de vie de la population se dégrade considérablement. Et il y a un petit parti qui s'appelle à l'époque Synaspismos qui va incarner une nouvelle forme de contestation. C'est un parti issu de la tradition eurocommuniste et qui va travailler très profondément avec les mouvements sociaux. Peu à peu, le parti s'élargit. Il y avait déjà une coalition avec Synaspismos, une coalition de gauche. Donc, cette coalition s'appelle Syriza. Le parti Synaspismos s'élargit un petit peu. Syriza gonfle plus encore, jusqu'à se transformer en parti sous l'impulsion, on va dire, d'Alexis Tsipras, qui a moins de 40 ans à l'époque et qui incarne une forme de nouveauté. Donc, un espoir par rapport au désespoir dans lequel était plongée la population. Et justement, vous y revenez dans le livre, mais d'où vient-il? Qui était-il avant de devenir le Premier ministre Alexis Tsipras? Vous parlez de l'avènement du Besancenot grec. Oui, ça j'en parle parce que cette formule m'a un peu amusé. Je l'ai trouvée dans un article, dans une dépêche d'agence grecque. Et je trouvais que l'image était très frappante en réalité. C'est vraiment quelqu'un, j'ai envie de dire, c'est un homme du peuple qui ne fait pas partie de ces grandes familles grecques
que sont la famille Karamanlis ou Mitsotakis pour la droite, donc Nouvelle Démocratie, ou de la famille Papandréou pour le centre social-libéral, social-démocrate qui est le PASOK. Donc c'est quelqu'un qui a suivi des études en Grèce, qui vient d'une famille de la petite bourgeoisie grecque, qui a eu des parents, des grands-parents plutôt investis dans la résistance ou dans une forme de résistance. Donc c'est un grec comme les autres. Et c'est quelqu'un qui travaille et qui a toujours milité en réalité. Alors certains se moquent un peu de lui en disant que c'était pas le plus radical, etc. Mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est le grec comme tout le monde. Vous avez présenté le tableau justement peu avant que Alexis Tsipras ne devienne Premier ministre. Il est très vite du coup rattrapé par la question de la dette en Grèce. L'Europe fait pression et le contraint à engager des mesures très impopulaires, hausse de la TVA 23%, hausse des taux d'imposition, vous les citez tous, toutes ces mesures impopulaires et libérales imposées par l'Europe, le recul de l'âge légal à la retraite aussi. Vous dites qu'il n'a pas le choix à ce moment-là. Non, il n'a pas le choix parce qu'en réalité, et c'est le deuxième objectif, j'ai envie de dire, du livre, c'est de montrer un peu le rapport de force tel qu'il s'est installé en Europe. On ne peut pas, à mon avis, comprendre ni l'avènement d'Alexis Tsipras, ni la signature du mémorandum sans comprendre comment la Grèce, peu à peu, a été mise sous pression à cause de sa dette. Comment les politiques d'austérité menées en Grèce ont provoqué une récession extrêmement importante et comment, au final, le seul choix qui existait, c'était soit signer un mémorandum, soit sortir de l'euro. Le problème, c'est si on sort de l'euro, il faut avoir conscience du pays dans lequel on est. Et c'est pour ça que je dis aussi dans ce livre que la Grèce, en réalité, fait partie du tiers Europe. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête, d'une part parce que, comme le tiers-monde, la Grèce avait des problèmes dans ses hôpitaux, dans ses écoles, etc., etc. Et la deuxième chose, c'est que la dette a servi de moyen de pression à tel point que le FMI, qui avait appliqué dans le tiers-monde ses politiques d'ajustement structurel, est arrivé sur le territoire européen, sur le sol européen, via la Grèce en imposant exactement les mêmes politiques d'ajustement structurel qu'elle avait fait dans les pays du tiers-monde. Il y a eu un moment d'incertitude, vous le dites d'ailleurs dans le livre, quand il a signé, justement, quand il y a eu la signature du mémorandum, à ce moment-là, Tsipras engage un nouveau référendum, propose un référendum, d'ailleurs les institutions européennes ne comprennent pas très bien quel est le message, et à ce moment-là, on se pose la question quand même, est-ce que Tsipras n'a pas envie d'entraîner la Grèce, justement, vers la sortie de la zone euro? C'est une question qui, à mon sens, s'est beaucoup plus posée en dehors de la Grèce qu'en Grèce. Je pense qu'il n'a jamais été question pour Tsipras de sortir de l'Union européenne ou de la zone euro. Il l'a dit dès 2012 que lui ne voulait pas que la Grèce sorte de la zone euro. Pourquoi? Parce que la Grèce n'a pas de base productive. Si la Grèce sort de l'euro, comment fait-elle pour alimenter la population? Comment le gouvernement peut-il apporter les médicaments nécessaires au quotidien, dans les hôpitaux, etc., etc. Comment juste les salaires, les retraites peuvent-ils être payés? Et donc, voilà, c'est sans doute une forme de piège, mais est-ce qu'un petit pays comme la Grèce pouvait sortir tout seul de ce piège? La question se pose, et c'est peut-être là une question plus profonde à laquelle cela renvoie, c'est comment la gauche européenne est-elle entre guillemets armée si demain un autre pays tourne à gauche dans une Europe qui est de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite. On va revenir justement sur cette interrogation parce qu'elle est évidemment au cœur de la problématique Tsipras. Le non l'emporte à plus de 60% en Grèce suite au référendum et il s'apprête du coup à ce moment-là à renégocier à Bruxelles, sauf qu'il va perdre finalement. Il y a tout un chapitre dans votre livre qui s'appelle « Bruxelles prie Athènes ». C'est ça en fait. Je me souviens bien de la chanson qui passait dans tous les meetings d'Alexis Tsipras et de Syriza à cette époque-là, qui était une chanson de Leonard Cohen, First we take Manhattan, then we take Berlin. Et en réalité, c'est sans doute un espoir de s'attaquer à la forteresse assiégée de la finance, voilà. Et en réalité, ça a été un échec. Et je crois que dans ce référendum, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était un objectif à très très court terme, c'était de pouvoir
allait vers un défaut de paiement puisque la Grèce n'était plus en capacité de rembourser le FMI. Et d'ailleurs, elle n'a pas remboursé une échéance de FMI à cette époque-là. Et le deuxième, c'était de se dire, je vais donc retourner en position de force face à Angela Merkel, face à l'ensemble des pays qui avaient fait corps avec l'Allemagne. C'était peut-être un élément tactique, je ne suis pas sûr que ce fut au final une bonne stratégie. On se souvient des images au moment où justement la réunion avec Angela Merkel, François Hollande, Tsipras, sortir de la réunion, revenir. Vous en parlez dans le livre. Qu'est-ce qu'on sait précisément justement des relations de François Hollande avec Alexis Tsipras? Est-ce que la France a été un allié de la Grèce à ce moment-là? Bon, François Hollande affirme qu'il a été un allié de la Grèce et d'autres personnes affirment, dont je ne peux pas citer les noms, il y a un certain nombre d'entretiens que j'ai fait complètement off the record et je respecte, mais plusieurs personnes affirment que François Hollande a réellement aidé Alexis Tsipras au mois de juillet. Ce qui apparaît en revanche évident, c'est qu'en 2012, il y a eu des élections en Grèce. En mai 2012, le même jour en Grèce et en France, François Hollande est élu. Que fait-il juste après? Il prononce à la télévision grecque un discours qui est perçu comme un appel, comme un soutien, plus exactement, à Samaras, l'homme de la droite. Donc, est-ce que François Hollande a très bien compris ce qui se passait à ce moment-là? J'en suis pas sûr. Depuis que j'ai écrit le livre, j'ai reparlé avec d'autres personnes, comme Cécile Duflot, qui me dit « Mais moi, j'ai essayé de convaincre François Hollande plutôt de soutenir la Grèce. » Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un peu un retard à l'allumage et qu'au moment où la France a eu très peur que l'Allemagne pousse la Grèce hors de la zone euro avec un effet domino qui était incalculable, là, François Hollande a aidé Alexis Tsipras un peu en lui tenant la main. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre au crédit d'Alexis Tsipras? Dans quel état est la Grèce aujourd'hui et est-ce que l'état de la Grèce est lié justement à la politique d'Alexis Tsipras? La première chose que l'on peut mettre au crédit d'Alexis Tsipras est quelque chose qui était peu perceptible en 2015 en dehors de la Grèce, mais c'est que les rumeurs très insistantes de coup d'État ou de pression telle qu'on allait mettre Alexis Tsipras dehors pour le remplacer par des nouveaux colonels, entre guillemets, ces rumeurs-là ont été tues et qu'il a réussi à rester au pouvoir jusqu'en 2019. Le problème, c'est est-ce qu'il était réellement au pouvoir ou est-ce que finalement il était un pion? Et c'est là où la question de la marge de manœuvre se pose de nouveau. C'est là où la question de la marge de manœuvre se pose de nouveau. Je pense qu'Alexis Tsipras a essayé de faire tout ce qu'il a pu pour mettre en place un minimum d'État social, d'État-providence qui n'existait absolument pas en Grèce auparavant. Il a essayé de réformer un certain nombre de structures. Le problème, c'est que l'Union européenne, en réalité, ne voulait pas vraiment de ça et que du coup, eh bien, il a en parallèle privatisé, il a en parallèle assoupli un certain nombre d'éléments du droit du travail, comme le droit de grève. Donc ça, c'est vraiment une catastrophe pour toute personne de gauche. Mais il a augmenté le salaire minimum. Il avait promis une augmentation à 750 €, il l'a augmenté à 650 €. Pour les jeunes, il est passé à peu près de 500 € à 650. C'est quand même important. Le problème, de nouveau, c'est que beaucoup d'emplois sont des emplois précaires, à temps partiel, etc. Donc, c'est une image en demi-teinte, c'est une expérience de gauche qui est sans doute aussi un échec. Donc il y a le bilan effectivement d'Alexis Tsipras, mais derrière la fin de Tsipras, c'est la droite conservatrice qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est ça aussi l'échec d'Alexis Tsipras. Il a encore un avenir en Grèce, Alexis Tsipras? C'est effectivement son échec principal, c'est que c'est une des anciennes familles contre lesquelles il s'est battu, qui est de nouveau au pouvoir, à Maximou, donc Premier ministre, à la mairie d'Athènes, le neveu du Premier ministre et la sœur du Premier ministre et mère du neveu est députée. Donc effectivement, c'est le retour de la, entre guillemets, vieille Grèce. En revanche, Alexis Tsipras continue d'incarner quelque chose de différent. Son parti continue a quand même obtenu 32%. Il y a beaucoup de présidents français qui rêveraient d'être élus avec 32%. Donc moi je suis convaincu que Alexis Tsipras va revenir sans doute plus au centre-gauche. Il est en train de recentrer son parti, mais en essayant en même temps de conserver des fondamentaux
d'une politique de gauche radicale, je ne suis pas sûr que ce soit le terme, mais en tout cas d'inspiration communiste. Justement, c'était ma dernière question, Fabien Perrier. Tsipras est la seule expérience européenne d'une gauche radicale au pouvoir. D'abord, est-ce qu'on peut parler de gauche radicale au pouvoir? Vous y avez pour partie répondu, mais surtout, quelle leçon la gauche radicale grecque peut-elle envoyer aux gauches radicales européennes? Est-ce qu'elles s'en retrouvent nécessairement fragilisées, ces gauches radicales, avec l'expérience Tsipras? C'est ce que disent un certain nombre de responsables politiques en France, par exemple. Dans un certain sens, avec Tsipras a même provoqué des divisions. Il a fâché au sein du Front de gauche, il a fâché au sein de Podemos. Bref, l'homme est devenu clivant. Pour autant, est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Je pense que ce n'est pas forcément à moi en tant que journaliste d'y répondre. En revanche, il y a un petit élément qui me paraît très important, c'est que Alexis Tsipras a montré qu'une gauche toute seule dans un pays n'avait aucun moyen d'action. Mais en 2015, combien y avait-il de Français dans les rues, dans les appels à manifester en soutien à la Grèce? Très peu. Est-ce qu'en juillet 2015, des brigades rouges étaient prêtes à partir à Athènes pour faire respecter la décision du peuple grec à l'issue du référendum? J'ai pas entendu parler de ça. Donc je pense que c'est vraiment la question d'une organisation collective à l'échelle européenne qui se pose. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que sur les gauches radicales, on parle beaucoup, par exemple, de l'expérience portugaise actuellement, qui n'est pas la gauche radicale, hein, mais qui est soutenue par une gauche communiste et par une gauche de bloco, donc un peu plus eurocommuniste, on va dire. Eh bien, même cette expérience, en réalité, on n'est pas sûr qu'elle porte rapidement ses fruits. Il y a des différents éléments économiques qui montrent que ce n'est pas un vrai succès. Donc de nouveau, c'est vraiment la question de l'orientation des politiques européennes qui est posée et de la capacité de la population à s'emparer de cette question. Et c'est, en tout cas, de façon peut-être un peu prétentieuse, mais c'est ce que j'espère qui ressort aussi de ce livre, c'est que tant que les peuples européens ne vont pas comprendre que le moindre vote qu'ils effectuent a un impact dans leur pays, mais aussi à Bruxelles et dans les autres pays européens, j'ai envie de dire le combat est perdu, malheureusement. Merci beaucoup Fabien Perrier. C'est Alexis Tsipras, une histoire grecque aux éditions François Bourin. Merci encore. De rien. À bientôt.